Bonjour à tous, bonjour à toutes, auditeurs et auditeureux. Nous allons donc travailler sur les 7 neurofonctions émotivationnelles, et motivationnelles. Et donc, nous allons, avant d'essayer de les stopper, de stopper l'expression d'une émotion, revenir sur ces émotions et ses motivations aussi, parce que c'est très lié, c'est-à-dire ce qui m'émeut et ma façon d'émouvoir autrui, si je traduis émotion, motivation. Donc, oui, on va revenir sur certaines neurofonctions que nous avions évoquées le cours dernier. Et plus particulièrement, je vais vous lire deux passages du livre Neuroconnectique Enseignement qui vont être sur les neurofonctions 18 et 19 sur lesquelles nous allons travailler ensuite. Donc, alors 18 déjà. 18, neurofonctions émotivationnelles sur les mouvements émotivationnels. Donc on est pris par une émotion, puis on est pris par une autre, puis on est pris par une troisième. On s'aperçoit qu'il y a eu 2 mouvements entre la première et la deuxième, et puis entre la deuxième et la troisième. Et puis il y a aussi en sortie, donc computationnelle, dans la machinerie dans laquelle nous existons, il y a j'ai envie absolument de lancer une unité, il faut vraiment que ce soit ça, ce serait merveilleux. Bon, je suis très motivé, et cette émotion sortante, cette motivation, bien soudainement, elle est télescopée parce qu'en moi, quelqu'un va être très ému, je ne sais pas, un petit enfant, un petit oiseau, je ne sais quoi. Émotion complètement perturbatrice qui va ailleurs, mouvement émotivationnel là encore. Bon. C'est lié au mouvement. Donc ça bouge. Neurofonction 18, les mouvements émotivationnels. Comment se construit tel ou tel mouvement de mes émotions, rythme, cycle. Passons par exemple d'une émotion primaire de joie à une autre émotion primaire, celle opposée de tristesse, ou passons d'une émotion primaire de peur à une émotion secondaire de stupeur ou de frayeur. Quand ma biopsychomachine écoute, voit, touche, goûte, rit, chante, pense ou parle. Quelle émotion me traverse maintenant? Quelle émotion me traversait il y a 2 minutes? Il y a 10 minutes? Le cours théorique de neuroconnectique, livre sur les bases neurales de la discipline, nous enseigne que, dans l'organisme biologique sapiens, qui est le nôtre, la diffusion des émotions va plus vite que celle de nos réflexions. Dans ce cadre, je t'observe qu'à des moments donnés, les émotions qui traversent ma biopsychomachine varient vite et en boucle. Par exemple, une idée mécanique liée à mon heure de départ pour une activité qui m'est quotidienne enclenche, dans ma biopsychomécanique, une émotion d'agacement, laquelle est dispersée quand je croise sur ma route une jeune femme qui est toujours souriante, par une émotion de joie, qui, lorsque la jeune femme est absente de mon chemin, au contraire, s'amplifie et devient d'agacement une forte et brusque tristesse, presque un chagrin, qui, lorsqu'une déception m'attend, là où je me rends, tend à me devenir déprimante. Plus j'auto-observe ces mouvements émotionnels, plus je constate que les postures émotionnelles qu'ils modifient, en remplaçant une par une autre, me sont moins impactantes, moins invalidantes, moins assujettissantes, parce que je reste de plus en plus stoïque, désidentifié. Là, c'est des exemples pour la neurofonction 18, donc les mouvements émotionnels. Donc, on va passer à la neurofonction 19, donc les postures émotivationnelles. Alors là, on pourrait évoquer, oui, d'ailleurs, c'était dans ce que tu disais, quand on est pris par une émotion redondante, c'est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Alors, ça peut être aussi en sortie, une motivation. Oui, il faut absolument que je me lance dans tel projet, il faut. Bon, c'est pareil, on est emprisonné dans un processus postural et parfois ça peut être bien aussi. Parfois,
parfois c'est gênant. Oui. Neurofonction 19, les postures émotilationnelles. J'ai pu auto-observer quelques émotions qui prennent posture en ma biopsychomécanique, s'y installant de façon répétitive, parfois redondante, à chaque fois qu'un type de micro-événement advient dans ma vie ou qu'un type de comportement est adopté en ma présence par quelqu'un, comme si ma biopsychomachine était un robot et qu'un facétieux invisible s'amusait à appuyer sur le bouton en commandant tantôt soit joyeuse, soit triste, soit en colère. Cette auto-observation me rend stupide, d'une stupeur exagérée, comme le dit Danfield, devant mon état de mécanicité, et je veux me démécaniser en devenant de plus en plus attentive à ces postures émotionnelles, ainsi que, comme le recommande notre chargé de TD en nous reconnectant, ces émotions avec tantôt des réflexions, tantôt des sensations et tantôt des motivations, selon la suite du cours pratique général. Si une émotion est trop forte, dès que je la capture pour l'étudier, s'active en moi un processus de réflexion. J'auto-observe alors l'émotion en constatant que ma réflexion portée sur elle l'amoindrit et qu'au lieu qu'elle m'affecte, elle affecte un personnage en moi, comme si j'étais le grand frère du moi d'autrefois, avant d'avoir entrepris des études en neuroconnectique. Alors que je décris à un ami les souvenirs d'un périple mien, récent, j'auto-observe en ma biopsychomachine une posture émotivationnelle entrante, celle de ma perception du souvenir, posture heureuse parce que satisfaite de son voyage, mais nostalgique. Et une posture émotivationnelle sortante amusée, ce que ma biopsychomachine exprime envers autrui, quant à mon souvenir, pouvant lui apparaître comme une posture volontiers rigolarde vis-à-vis du protagonisme du souvenir, moi-même. Voilà. Alors, est-ce que ça vous donne quelque impulsion en termes d'expérience, Laurent, Amaury? Je vais me lancer. Alors, c'est très intéressant parce que on voit que ils sont très liés. Enfin, le premier, on imagine, c'est pouvoir changer d'une émotion à une autre. Et la deuxième, c'est être prisonnier d'une émotion, peut-être l'ambition. Ça, c'est souvent, on est prisonnier d'une ambition, on a envie de progresser vers, on ne sait pas, mais on a envie d'un changement, quel que ce soit. Et après, je pense à des moments où je vais dire, il faut absolument que quelque chose se passe. Et après, je regarde d'autres choses qui font que cette envie, c'est très petit. Parmi toutes les choses, toute la globalité de ce qui se passe dans ma vie, je me dis pourquoi je suis attaché, j'ai cette idée fixe sur quelque chose qui n'est pas si important si je réfléchis à toutes les choses qui se passent dans ma vie. Et c'est peut-être cet effet de sortir un petit peu de son idée fixe et voir ce qui se passe autour. Ça, c'est ce que Oui. je sors de ça. Maintenant, c'est très très bien dit, Laurent. Bravo à ton apport, parce que plutôt qu'idée fixe, là, je parlerais plutôt d'émotion fixe ou figée, mais c'est tout à fait ça le problème dans lequel nous sommes. Souvent, c'est en effet de ne pas percevoir le plus grand, comme tu dis. Donc, il y a un rapport extrêmement intéressant entre, et ça c'est tout à fait la richesse de la neurocognitique, c'est le schéma conceptuel qui vient enrichir le schéma émotivationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
on va intellectuellement se placer au-dessus, ce que tu viens de décrire, intellectuellement, eh bien, et donc conceptuellement, mais on s'aperçoit de la petitesse de l'émotion, motivation qui nous traverse. Et c'est le cas, par exemple, de la jalousie ou de l'envie. Quelqu'un est jaloux de sa compagne ou son compagnon qui pourrait, ou alors est envieux vis-à-vis de son directeur ou je ne sais quoi, et puis il va se dire, mais le compagnon, la compagne, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, je peux calmer l'émotion par la réflexion en comprenant que il y a d'autres compagnes ou compagnons éventuels. Et puis pour ce qui est du directeur, eh bien, ce directeur il a peut-être des soucis tellement énormes dans sa vie que heureusement que je ne suis pas à sa place, parce qu'être calife à la place du calife, c'est parfois tragique. Donc je pense que ton apport est en effet très nourrissant. Je pensais à la question justement du mouvement de focalisation ou de défocalisation. Par exemple, souvent, lorsque je suis dans mon véhicule, j'ai tendance à vouloir aller plus vite. Donc ça engendre en moi forcément une sorte de colère que je sens d'ailleurs physiquement, hein, je la sens qui monte ici. Après, tu veux dire parce que tu ne peux pas aller plus vite. Parce que je ne peux pas aller plus vite, voilà. Donc c'est un mécanisme très automatique. En fait. C'est la volonté d'aller plus vite. Ensuite, une réflexion de me dire, bon, bah, de toute façon, c'est impossible, ça ne sert à rien de s'énerver, mais néanmoins, la colère monte quand même. Oui. Et après, la bonne stratégie, par exemple, c'est d'imaginer que l'on prend l'avion et on regarde les voitures au sol et les embouteillages. Et on s'aperçoit que c'est une situation extrêmement locale, extrêmement personnelle. Et donc le fait de s'abstraire de la situation en changeant la position dans l'espace aide finalement à remarquer que c'est une émotion tout à fait fugace. Et alors après, il y a l'autre aspect, c'est la 17, je crois, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est la profondeur des émotions et des ressentis subis ou comment ça nous affecte corporellement. Par exemple, alors en écoutant ce que disait Amaury, je pensais à ce souvenir de temps en temps, par exemple la nuit, je fais un rêve effrayant, je réalise un rêve dans lequel je me reconnecte aux sentiments ou aux ressentis émotionnels de l'épreuve du baccalauréat. Oh, ah oui. Et donc tout ça, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est profondément engrammé en moi. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même des peurs ou des émotions qui sont plus ou moins ancrées profondément dans le temps. C'est-à-dire qu'elles sont mémoriellement ancrées profondément dans le corps et elles peuvent se réactiver dans des situations qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la situation originelle. Mais néanmoins, c'est à ce moment-là que la réaction automatique se produit, c'est-à-dire elle se déploie très très rapidement sans qu'il y ait un contrôle sur la réaction. C'est un peu comme on te donne une claque et tu files un coup de poing. C'est un peu c'est ça. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une sorte de profondeur dans les souvenirs ou dans les émotions engrammées dans le corps qui font que on a une maîtrise sur une gamme, mais sur une autre gamme, pas forcément, ou en tout cas pas complètement. Alors là c'est intéressant, on est parti. En fait, on a anticipé quelques cours en avance, oui. On va y arriver petit à petit parce que, comme on s'en rappelle, on avait travaillé ce qui était corporel avec des connexions entre les diverses neurofonctions explorées sur le plan corporel, puis ensuite, on a exploré ce qui était intellectuel, avec diverses fonctions qui pouvaient s'interconnecter intellectuellement parlant. Puis après, on a commencé à connecter les groupes, c'est-à-dire une fonction corporelle avec une fonction
intellectuelle. Et là, quand on rajoute ce qui était motivationnel, forcément, il y a ce qui est intéressant, ce que soulignait Laurent, c'est l'aspect apport de la réalité intellectuelle-conceptuelle au-delà de la réalité motivationnelle, qui peut nous permettre de freiner, stabiliser, ou même amplifier une réalité motivationnelle. Ce que tu rajoutais là aussi, Stéphane, c'est que nous sommes aussi devant un rapport au corporel, au domaine corporel, mais tout ça, on l'envisagera plus tard, beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, essayons de rester concentrés. C'est quand on est dans le grand âge, on mélange tout, mais quand on est jeune, on est concentré, donc restons jeunes, donc concentrés dans l'idée d'être strictement dans les émotions, motivations. Cependant, ce que tu viens de dire me rappelait, me donne envie peut-être de vous lire maintenant les trois petites insertions, enfin l'une des trois, parce qu'on viendra après sur ce qui est du domaine visuel et auditif, mais une des trois insertions donc, que m'a envoyé Carole, puisque Carole ne peut pas être avec nous ce soir, mais avait exploré un petit peu enfin beaucoup même ce qu'on lui avait demandé. Donc, à un moment donné, donc, oui, c'est ça, neurofonction. Attends, c'était le mouvement, c'est ça, neurofonction 18. Donc, comment on va gérer ça, J'ai pu auto-observer. J'ai pu auto-observer que ma biopsychomachinerie émotionnelle était en mesure de passer de la tristesse d'être isolé dans une soirée à la joie intense d'être invité à danser. Cette auto-observation m'a permis de constater que ce mouvement émotivationnel était puéril, mais également très satisfaisant. On est tout à fait dans ces jeux entre émotion, motivation, émotion, motivation, mais sur le terrain, mouvement et posture. Aurélie Mourgeot, alors je ne sais pas si tu aurais à nous rajouter quelques auto-observations tiennes justement concernant donc, ces neurofonctions qui sont au niveau de la posture émotionnelle ou du mouvement motivationnel. Nous entends-tu, Aurélie? Oui. Oui, j'ai pas vraiment eu des expérimentations qui m'ont le plus marqué et j'ai toujours eu du mal par rapport à la neurofonction sur la tension émotionnelle. Je pensais avoir compris, mais au final, je n'ai pas compris. Mais je me suis plus attardée sur le rôle émotivationnel parce que je pensais qu'on devait expérimenter sur toutes les neurofonctions émotionnelles sur toute la semaine. D'accord, vraiment. Donc, je ne sais pas si je peux dire quelques mots là-dessus ou ça sera pour plus tard. Alors, je t'explique un petit peu. Là, pour l'instant, pendant ton arrivée, donc on s'est mis d'accord sur l'idée que Serge et Stéphane allaient lire des passages du livre concernant tout d'abord ce qui était donc les neurofonctions motivationnelles, bien sûr, mais soit relatives au mouvement, soit relatives aux postures motivationnelles. Et qu'ensuite, on aborderait les neurofonctions motivationnelles concernant soit la vision, soit l'écoute et motivationnelle toujours. Et donc après, évidemment, on va pouvoir atteindre d'autres domaines, notamment la neurofonction 15, que d'ailleurs la dernière fois je commençais à mélanger, j'ai dit 17 et 18, non, c'était 15 et 16, mais bon, nos auditeurs auront bien sûr corrigé, j'étais après quelques années de non-pratique qui provenaient dans mon cerveau, mais passons. Donc, la neurofonction 15, et puis en effet, on viendra au rôle, et puis même à la fameuse neurofonction de l'espace, la 16, donc de l'espace motivationnel. Donc, on va tout vérifier, tout retrouver. Donc, est-ce que, Amaury, tu voulais reparler un peu ou pas de ce qui était donc neurofonction 21, 17. 17 et 21. Oui, 17, 21. non, avant, on était encore sur du 18 et 19. 18.
Oui. Ouais, sur ce que tu as lu, ouais. Je dirais sur la 18, sur le mouvement émotivationnel. Une expérience récente, c'est l'audiovisionnage d'un film où, par exemple, il y avait je crois que c'était un animal qui était vieux et qui donc allait chez le vétérinaire pour la fin de sa vie. Et donc, c'était un moment très triste dans le film. Et donc, à ce moment-là, j'ai effectué un stoppage et réalisé le mouvement entre tristesse. Et ensuite, il y a eu un mouvement vers l'émotion plutôt dans la tendresse. Et après, il y a eu plus un mouvement vers la joie. Donc, c'était la joie qui se réalisait du fait que j'observais que la machine se rendait compte qu'elle était humaine et profondément avait un élément de compassion. En gros, je me rends compte que je ne suis pas sans âme, on va dire. Donc, il y a eu un mouvement très rapide. Joint évidemment avec la tension au niveau de l'œsophage qui précède en général les pleurs et ce genre de réponse physique. Mais si on en reste sur les émotions, c'était un peu les trois émotions qui se sont succédées, donc tristesse, tendresse et joie. Et sur le mouvement, il y a une autre observation, auto-observation. Là, cette fois-ci, dans un contexte un peu moins fun, donc au niveau du travail. C'est plus dans ce sens-là, c'était au niveau du stoppage, l'absence de mouvement. J'ai réalisé l'absence de mouvement, c'est-à-dire d'être figé sur une émotion plus de. Alors, je ne sais plus les émotions primaires, mais au niveau de la frustration ou pas de la colère, c'était pas à ce point-là quand même, mais une forme de frustration. Et malgré le stoppage et malgré l'auto-observation, en tout cas au départ, de se rendre compte que ça durait dans le temps et que ça ne s'estompait pas. C'est plus noter l'absence de mouvement et par rapport au mouvement dont on parlait plus tôt. Et cette posture, donc là j'enchaîne sur la posture émotivationnelle, je pense que c'est de la posture émotivationnelle. Après avoir auto-observé je cherche mes mots, je suis désolé, figeage, je ne sais pas si c'est un mot. Après avoir auto-observé être figé dans l'émotion de frustration, au bout de quelques auto-observations dans le temps, j'ai réussi à changer la posture en réalisant que, par exemple, j'avais cette émotion de frustration qui était liée à quelque chose dont je n'avais aucun impact. C'est-à-dire, je ne pouvais pas changer la situation. Malgré tout, j'étais frustré. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision émotionnelle de dire, tu ne peux pas changer le cours des choses. Ça ne sert à rien de rester frustré. Et donc, j'ai poussé l'émotion vers ça arrive, les choses sont les choses qu'elles sont. Je ne sais pas trop comment traduire l'expression anglaise, mais it is what it is. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais entraîner, en fait, après le stoppage, littéralement stopper cette émotion et la bouger vers une émotion plus de relâchement, de relaxation et de changer la mécanique, en fait. Donc voilà, c'est ce que je mettrais dans la case posture émotivationnelle, si c'est la bonne case. Alors simplement un détail, tu avais dit qu'il avait pris une décision émotivationnelle. Non, c'est une décision et justement qui passe par le réseau intellectuel. Et ça, c'est tout à fait stoïcien dans la Grèce antique, se dire, tu relis le manuel d'Épictète, qui te dit, en tant qu'esclave, si mon maître veut me casser un bras, je peux rien, sinon il peut même avoir me crever un œil ou me tuer, donc je n'ai aucun pouvoir, donc je vais accepter, alors que si je me rebelle, je vais souffrir énormément. C'est un aspect intellectuel pour déconnecter une impossibilité, en l'occurrence, chez toi, ce que tu évoques, donc une émotion secondaire de type frustration, oui, c'est le meilleur moyen pour déconnecter en se reconnectant plus fort, justement, en se nous reconnectant. Et, oui, ce que tu dis, c'est bien enrichissant.
Puis il y a les fameux stoppages, ce que vient de me dire. Alors, on attaque les stoppages un petit peu après, ou on reste sur ce qu'on disait, c'est-à-dire après les 18-19, on peut revenir sur 17-21. Ouais, tu relis les deux expériences de Carole sur 17-21. Oui. Ça va donner des exemples déjà, un exemple pour chacune. Alors, en effet, donc Carole nous a écrit, donc dans Fonction 17, une participation en tant que spectatrice à une cérémonie à laquelle j'avais contribué de l'intérieur il y a 30 ans a suscité la résurgence. Stéphane qui avait corrigé tout à l'heure. La résurgence des émotions de joie et de fierté et de peur devant l'enjeu de la manifestation que j'avais éprouvé naguère. Cela a même ravivé quelques souvenirs entre guillemets oubliés. Je lis d'autres. Tu peux rappeler que la neurofonction 17 est reliée donc aux images à la vue. Alors oui, pour qui nous écoute et découvre ou avance doucement dans notre travail de recherche, au niveau formation, il est important de comprendre qu'on pourrait considérer qu'on a 3 appareils en termes de système visuel. On a ce qui va être un système visuel corporel, je vois, c'est un système entrant qui voit. Après, on a, si on ferme les paupières, un système visuel, entre guillemets, conceptuel, c'est-à-dire ça va réactiver les mêmes régions d'ailleurs du cerveau, mais là j'ai les yeux fermés et pourtant je vois, je peux même anticiper ce qu'il y aurait, je peux même me rappeler sinon ce qu'il y avait, donc je vois, mais entre guillemets, une vision conceptuelle. Mais on peut s'apercevoir qu'il y a aussi un autre processus qui est sans voir, visuellement, enfin, corporellement parlant, sans voir conceptuellement parlant, on peut avoir une émotion liée à ce qu'on a vu, à ce qu'on pourrait voir. Par exemple, on va nous montrer un monstre, c'est terrifiant, on a très peur, on sait ce que c'est si on ferme les paupières, on a déjà vu si on ouvre les paupières, mais là, on peut fermer les paupières ou les ouvrir, c'est pareil, on est terrifié. Donc il y a une émotion qui est liée à la vision. On revoit intérieurement. Sans voir, au sens premier du verbe voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision du monstre, on ne voit pas le monstre. On ne veut pas le voir corporellement, on ne veut pas le voir conceptuellement, mais on est pris par l'émotion qui était liée à voir le monstre. C'est un peu différent, donc ça c'est assez interpellant. Idem pour ce qui est de la neurofonction 21, on peut considérer qu'on a des capacités à entendre un son, des sons, corporellement parlant, on peut fermer entre guillemets les oreilles et réentendre une musique, que sais-je, une sonorité, la voix de quelqu'un en mémoire, mais pareillement, on peut se retrouver à n'avoir ni le son corporel, ni le son conceptuel, mais on a l'émotion qui était portée par ce son-là, même s'il n'y a pas le son. Et donc, c'est ça qui est interpellant. Donc, je pense que ce que j'ai dit était un peu clair. S'il y en a qui n'ont pas compris, levez la main, dites-le, criez. Non? Tout va bien. Bon, alors je viens à la lecture du petit paragraphe de Carole concernant donc la neurofonction 21, donc l'écoute, qui nous mentionnait l'écoute récente d'une œuvre musicale étudiée à l'occasion de mon baccalauréat, puis oubliée, a engendré une émotion de peur dans ma biopsychomachinerie émotionnelle. J'ai pu auto-observer que cette émotion, qui se manifestait sous la forme d'une grande crispation au niveau du plexus coïliaque et de la gorge, était liée à celle qui s'était manifestée au moment de mes oraux à l'époque de ce baccalauréat. Alors, pas ce que vous en pensez, ressentez. Si vous avez des idées, des passages en tête, ou bien sinon, Serge ou Stéphane, je vous laisse lire sur ces neurofonctions visuelles
entre guillemets, c'est-à-dire... Alors après, si je lis, on va passer sur les stoppages pour les neurofonctions visuelles et auditives. Alors, bon, justement, ça peut nous amener à avancer sur notre travail. Donc, oui, parce qu'on rappellera si besoin des autres neurofonctions pendant le travail de stoppage. Si besoin est, absolument. Donc, se dire qu'on peut stopper la machinerie émotionnelle en stoppant l'expression des émotions, parce que les émotions vont trop vite, sont neuronales et hormonales, mais stopper l'expression des émotions. Donc, on part sur la neurofonction numéro 17, c'est celle dont on vient de parler, hein, juste avant l'exemple que tu viens de donner. Visuel, et motivationnel. Donc, c'est les auto-observations par stoppage. On va rappeler un stoppage. Donc, un stoppage, on va lancer l'idée, la décision de capturer les éventuelles émotions et motivations liées à la neurofonction numéro 17. Donc ici, on va se stopper. On va se stopper extérieurement parce qu'on est en groupe et c'est un travail de groupe. Chacun va aider l'autre par un stoppage. Et quand on est seul à la maison ou ailleurs pour ce travail, on se stoppe intérieurement. C'est nous-mêmes qui décidons de nous stopper lorsque des images mentales et des émotions liées à notre vue, à ces images conceptuelles vont surgir. Voilà. Alors, tout à fait, on peut avoir des images corporelles, hein, des émotions liées aux images corporelles. On peut avoir des images, en effet, dites mentales ou conceptuelles. Et puis, on peut se retrouver finalement avec des images sentimentales. Elles sont plus mentales, elles sont... Oui. Stoppons. Alors ça, c'est une autre observation un peu particulière. Donc, neurofonction motivationnelle numéro 17. Au moment du stoppage de la neurofonction 17, j'ai auto-observé une émotion fulgurante en mes neurones concernés, beaucoup plus rapide que l'acte de se lever d'un siège. Là, ça rappelle que ça va très, très, très vite. Donc, si je reviens sur... Après, il y a beaucoup d'exemples sur les neurofonctions motivationnelles 18 et 19. Sinon, si on n'a pas assez, par rapport en fonction d'un thé, on peut se tourner peut-être vers Amaury qui a les mains jointes depuis 3-4 minutes. Je t'ai observé du coin de l'œil. Oui, quelques neurones miens ont attrapé l'émotion derrière l'action. Ouais, sur 17 et 21, c'est un peu ce que tu disais précédemment, la Madeleine de Proust. Ce qui revient assez facilement et assez fréquemment pour moi, c'est comme je cuisine beaucoup, c'est l'image de... Stop. Alors, quelle image, quelle émotion? Go. La cuisine, là c'est la cuisine, la pièce de ma grand-mère, ou en tout cas ce dont je me rappelle de la cuisine de ma grand-mère, qui probablement n'était pas exactement comme ça, mais quand j'étais petit, où je passais mon été chez elle, qui cuisinait beaucoup et qui nous a donné le goût de la cuisine, soit directement, soit à travers ma mère. Donc ça me rappelle des sentiments ou des émotions, pardon, de joie et de tendresse, enfin toutes les bonnes choses, tout le côté positif des émotions. Puis ça me rappelle aussi que ma grand-mère n'est plus des nôtres, et donc ça m'amène vers la neurofonction 18 aussi dans le mouvement, donc un peu des deux côtés. Et au niveau de la neurofonction 21, pour moi c'est plutôt c'est assez fréquent. C'est par exemple le son quand je vais serrer ma femme dans mes bras. Elle émet un petit son de joie ou de bien-être. Et ce son, je me le rappelle très fréquemment pendant la journée, donc ça me rappelle également c'est en général très positif. J'essaie de me rappeler plus mes émotions sont plus positives que négatives.
Et voilà ce que j'ai pu auto-observer au niveau de mes stoppages. Rien à dire, hein, c'est super, c'est mignon, c'est... En plus, quand tu parlais, c'était amusant parce que tu as employé le terme de sentiment avant de parler, de rectifier, entre guillemets, l'émotion pour parler de la joie, mais la joie est à la fois une émotion primaire et un sentiment. Donc c'est tout à fait juste, on peut être baigné dans un immense sentiment de joie fulgurante qui dure, alors qu'une émotion de joie, ça dure quelques instants, mais là, ça peut être un grand sentiment de joie, tout à fait, oui. C'est très joli. Bon, alors, explorons peut-être alors. Je proposerais justement la première, le numéro 15, la première des non-fonctions, Oui. parce que Aurélie disait que ça lui avait paru difficile, et il est vrai que pouvoir se dire, est-ce que je suis facilement dans un processus émotionnel, motivationnel, ou difficilement? C'est pas évident à dire, parce que bon, intellectuellement, on se dit, bon, est-ce que je dois travailler mes idées, réfléchir beaucoup? Corporellement, c'est pareil. Est-ce que je suis tendu, détendu? Bon, on peut facilement l'appréhender. Au niveau des émotions, motivation, c'est plus délicat. Alors, Serge, vas-y, si tu as trouvé. Mais je suis pas de. Tu n'as pas trouvé? Je croyais que tu avais trouvé un passage. J'ai trouvé, mais c'est beaucoup trop long, donc je vais essayer de condenser un petit peu. Peut-être les émotions les plus identifiées facilement, ça serait des émotions extrêmes, dans le sens au départ où, par exemple, la colère, c'est quelque chose que l'on peut identifier assez facilement, la tristesse également, et après, il y a des émotions plus fines, plus subtiles, qu'au départ, on n'arrive pas forcément à nommer. On peut avoir, par exemple, des ressentis corporels, sans forcément être conscient du fait que on a une émotion qui surgit en nous. Je pense par exemple à une situation dans laquelle on commence un peu à avoir le souffle coupé, où on respire un peu mal, et un temps après, on s'aperçoit que c'est une angoisse liée à une présence, ou ça peut être aussi des choses très basiques du style on est un peu constipé, et on n'arrive pas à faire le lien entre adresser le lien entre la tension corporelle, intestinale, et une situation qu'on est en train de vivre, parce que peut-être on a une sorte de cécité à vouloir, pour le coup, regarder mentalement la situation. Sentimentalement, c'est une cécité émotionnelle. Une sorte de déni. Moi, personnellement, ma biopsychomachine est tout à fait capable de réaliser des dénis de ce type-là. Par exemple, j'en avais déjà parlé sur la vue, sur la vision, sur la déformation de la vision en fonction d'un type de document. Oui, je pense que c'est typiquement quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire c'est vraiment et c'est très puissant, parce qu'en fait ça envahit, c'est un peu comme si les yeux étaient envahis de brume ou de fumée, et n'assument plus leur fonction. Donc moi, et après c'est ce dont je parlais avant, c'est-à-dire une profondeur, une émotion qui est plus ou moins engrammée corporellement, mais on ne va pas dériver là-dessus. Et donc ce que je voulais juste souligner, c'est le fait qu'au départ, on est tellement pris dans l'émotion que finalement, on n'a pas capacité à comprendre qu'on est dans l'émotion, en fait. C'est le typique d'une émotion. Et généralement, c'est ce qui nous interpelle, c'est le stade 1 de veille. On est pris dans une émotion, dans une réflexion, dans une action, une sensation, et on n'est pas là, on ne sait pas. Et ce que tu avais évoqué, je m'en souviens, parce que c'était très drôle, et j'étais en train de m'auto-stopper pendant que tu parlais, parce que c'est très intéressant, justement, le moment où il y a le souvenir qui arrivait dans la machinerie. Tu avais parlé à ce moment-là de tout ce qui était de nature administrative. On disait, j'ai horreur de ce qui est bureaucratie. Quand je vois ça, je n'arrive même plus à lire.
Si je me souviens encore, c'était là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est j'ai auto-observé qu'est-ce qui me permettait de me souvenir. C'est parce que je te regardais, j'avais une émotion de tendresse vers toi, envers toi. Et c'est cette tendresse qui déclenchait la mémoire. Ça, c'est extrêmement intéressant sur le travail concernant la mémoire, puisqu'on on planche là-dessus. D'ailleurs, je réinviterai les uns les autres à avancer sur le projet d'écriture du prochain livre. Mais bon, ce que je pourrais dire sur les contractions et des contractions émotionnelles, donc si on reprend les émotions primaires, donc la colère, on est certain que là, quand on est dans la colère, on est dans une contraction émotionnelle. Alors quand on est dans la joie, déjà, on est plus détendu. Le dégoût aussi peut nous amener une contraction. La surprise, une autre forme de contraction, la tristesse et une autre contraction. Donc. Et ensuite, on va passer au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, ça sera atténué. Donc, on sera si on est dans la joie au niveau sentimental, on sera décontracté. On va parler de quelqu'un, on sera dans la joie, par exemple. L'émotion qui va arriver sera une émotion de joie, ou au contraire, quand on va se souvenir de quelqu'un, on va peut-être la colère qui va monter, et ça, on sera contracté émotionnellement. Donc, ça va se passer en entrée, en sortie. Je pense que je devrais nuancer, parce que là, tu avais, à part la joie, une émotion relaxante, et puis toutes les autres. Oui, on peut nuancer. Je n'aurais pas cette réflexion-là, parce que je pense que c'est lié à notre état. Alors, c'est intéressant, parce qu'on rentre dans un processus plus grand de nature sentimentale, voire mentale, conceptuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps dans la tristesse, le monde est dur, ça va pas. Mais finalement, au bout d'un moment, cette tristesse, c'est sa joie, entre guillemets. C'est-à-dire que ça devient rassurant. Oui, mais oui, pour ce personnage-là, oui, c'est rassurant. Et donc, ça le décontracte. Et au contraire, le jour où on va. J'ai d'ailleurs testé sur des gens, qui est très particulier. Oui, dans la joie, c'est aussi. Des gens qui sont toujours dans la tristesse, ça va pas, c'est pas ça. Et puis tu commences à leur montrer que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et quand ils arrivent à rentrer dans la joie, ils sont très perturbés, justement, ils sont dans une tension émotionnelle terrible, parce que c'est plus la tristesse tranquille de d'habitude. Oui, mais c'est comme les gens qui sont habitués à leur maladie, qui ne veulent pas la lâcher, parce que c'est un compagnon de route. C'est rassurant, oui. C'est rassurant. Alors, je me tourne vers ceux qui nous écoutent, nos quelques amis en audio-visioconférence, pardon. Et pour Aurélie, est-ce que c'est un petit peu mieux compris? La neurophose numéro 15, que tu l'appréhendes mieux maintenant? Oui, c'est un peu plus clair, mais j'ai toujours du mal à distinguer avec l'attention corporelle. J'arrive pas à les détacher. Ah oui, c'est un peu normal. En même temps, je te dis, ce que je disais un petit peu avant, en disant toujours, parce qu'on a aussi travaillé sur le vieillissement, c'est le projet de Carole, mais on aura après un autre livre que j'envisage, j'en avais parlé il y a 2 ans, sur le vieillissement, mais c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que quand on vieillit, on mélange tout. Et quand on est très carré, je parle de ceci, maintenant je parle de cela, on a un cerveau jeune. Donc c'est vraiment un indice, un indicateur, un paramètre, un marqueur extrêmement important de bien être attentif à rester précis, pointu. Donc, le plus possible, essaie de libérer, de séparer justement des moments où tu t'apercevras que tu peux, quand tu observes que corporellement, je suis tendu. Bon, c'est pas du tout relaxé, d'accord, mais d'accord, il y a une émotion, un peu ce que disait Stéphane il y a quelques minutes, mais à ce moment-là, tu peux simplement te dire, est-ce que je peux capturer, c'est-à-dire finalement nommer, prendre l'autre étage intellectuel, nommer le type d'émotion qui te traverse, te bouleverse, et à ce moment-là, justement, ça permet déjà de se libérer corporellement, puisqu'on n'a plus les deux absolument attachés l'une à l'autre. Il y a un petit exemple qui est donné dans le livre, toujours sur la neurofonction numéro 15. En m'efforçant de capturer les motivations émanant d'un de mes interlocuteurs, les motivations de nos interacteurs produisant des émotions chez nous, j'ai constaté que sa tristesse se manifestait à moi telle une souffrance automatique, observable comme émotivationnellement contractante,
ou décontractante selon mon propre état affectif, celui de mes neurones et motivationnels. Super. Alors, à moins que quelqu'une parmi vous veuille parler, sinon, on pourra aborder justement la neurofonction 16, puisqu'on est quasiment arrivé là par liaison, c'est-à-dire dans quel espace affectif et motivationnel nous trouvons-nous. Et si vous avez besoin de parler, je vous laisse faire. Amaury, Laurent, là c'est impressionnant de pouvoir se dire, j'arrive à stopper dans ma machinerie où j'ai un réveil où quelqu'un me stoppe et je prends conscience de cette émotion plus ou moins contractante ou relaxante. Alors dans ce cas-là, oui, allons-y carrément. Donc, il y a un exemple pour la neurofonction motivationnelle numéro 16, un exemple de stoppage aussi, de stoppage. Donc, de l'espace émotionnel motivationnel. L'auto-observation de mon neuro- et hormono-fonctionnement depuis la neurofonction 16 m'a montré qu'un micro-événement exogène, l'orage, m'amène, ou plus exactement amène ma biopsychomachine à une tristesse, ou révèle par cette tristesse une émotion plus intime, à mon histoire, à la petite histoire de l'animal humain sapiens que je suis. L'orage devient un catalyseur, un processus émotionnel en moi, qui, d'habitude, opère le temps d'un éclair, alors qu'ici, ayant été auto-observatrice du phénomène, j'ai pu en constater le symbole déchirant. J'ai pu aussi auto-observer, juste à l'issue de cette capture d'informations sur mon neurofonctionnement et motivationnel, un mélange de joie et de peur, un mélange de contraction et de décontraction motivationnelle, avec la peur qui amplifiait la joie. Magnifique. Je ne me souvenais pas, je l'avoue. C'est un très bel exemple. Oui, tout à fait. Donc, voir, en effet, c'est intéressant parce qu'elle se stoppe dans le moment où il y a cette émotion, et donc ça modifie légèrement sa perception et la durée, finalement. Elle dit bien, c'est, en plus symboliquement, bien l'orage, ça déchire. Et oui. On va s'apercevoir du déchirement. Et à partir du moment où on observe le déchirement, on est peut-être un peu moins déchiré. Ça revient toujours à la même histoire. Quand on allume l'auto-observateur au féminin, eh bien, on s'aperçoit de ce qui est, on n'est plus tout à fait dedans, on commence à se libérer, c'est à deux de veille. On voit les uns et les autres en réflexion, parce qu'il est vrai que c'est interpellant. On peut donner d'autres exemples lorsque on est dans le métro. On va prendre le métro, il est bondé, l'émotion qui va arriver, parce qu'on est sur le quai est rempli de gens. Ou au contraire, c'est la grève et le quai est désert, et un train arrive. Alors, récemment, quelqu'un disait qu'il avait croisé la maire de Paris qui sortait du métro avec son compagnon, mais elle était joyeuse parce qu'elle s'est rendue compte que presque personne n'avait reconnu. C'est bien, je sais bien. Voilà, quelques-uns comme lui qui l'a salué, mais bon. Donc oui, c'est vrai qu'on peut avoir des moments comme ça. Et si on reprend l'exemple d'Amaury de tout à l'heure, dans la cuisine, Amaury se retrouve dans sa cuisine, l'émotion suscitée par le lieu, par la cuisine. Oui, par exemple, si je me trouve dans une émotion de tristesse, si je me mets à faire la cuisine en pensant comme à Amaury, si je me mets à cuisiner en pensant à ma grand-mère comme à Amaury, mon émotion se transforme en joie, en plaisir. Ça. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'utilise la cuisine et la pâtisserie comme un mécanisme de... Enfin, avant de suivre ce cours, j'ai utilisé ce mécanisme pour changer justement, transitionner entre
en général des heures de travail assez, on va dire émotionnellement plutôt négatives, pour rompre avec ce type d'émotion et transitionner avec être présent avec le lieu familial ou la maison. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Et alors, en t'écoutant, je pensais aussi au sentiment ressenti, c'est-à-dire au début une sorte de lassitude qui est liée à la pesanteur de la tristesse, une sorte de lourdeur quasi musculaire, et cette transformation par justement cette pratique de cuisiner, qui est liée à des souvenirs et des mémoires liées aux odeurs que produisait ma grand-mère en réalisant ces plats. Donc il y a une sorte de lourdeur et légèreté qui est associée à ces deux moments, tristesse et joie. Et c'est aussi un mouvement vers le bas et un mouvement vers le haut. Enfin, en tout cas ressenti par les cellules du corps. Enfin, je ne sais pas si c'est des cellules d'ailleurs. Alors, c'est comme ça que ça. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Ah bon? Tu sais, c'est pas parce qu'on a des rien à dire que. Oui, mais bon, c'est pas ce qu'on essaie ou pas. Mais par contre, oui, ce que je pense qu'il faudrait évoquer, c'est aussi la nuance entre l'espace corporel, extracorporel, l'espace conceptuel, mais aussi là l'espace émotivationnel. Parce que on peut s'apercevoir, et c'est ça qui est interpellant, moins que, on reviendra plus tard, hein, c'est pareil l'idée de rapport entre ce qui est corporel et ce qui est émotivationnel, mais l'idée c'est pas trop de me dire, même si c'est une bonne tactique, hein, on l'utilisera bien sûr, je suis dans un espace corporel donné, je suis envahi par telle émotion, je vais dans l'espace corporel autre, à côté, et j'ai plus la même émotion, voire je me libère. Mais on peut aussi travailler sur un espace, on ferme les paupières, on est dans le même espace corporel, mais on se projette conceptuellement ailleurs, dans un autre espace corporel, mais travailler de manière conceptuelle. Et par contre, ce qui devient intéressant, c'est de travailler l'espace émotivationnel, c'est-à-dire, et c'est ça qu'il faudrait développer, je suis dans un lieu, il y a telle émotion qui m'habite dans ce lieu-là. Et à ce moment-là, c'est plus trop nécessaire de changer corporellement de lieu et l'espace d'à côté. C'est plus non plus trop nécessaire de conceptuellement, mentalement m'échapper. Non, je peux rester là, voilà. Mais c'est en moi-même que je change d'émotion finalement. Je change d'espace émotionnel dedans moi-même. Oui, mais là, peut-être tu vas encore un peu plus loin. C'est le but. C'est le but de cette. C'est le but parce que là, on en était à juste capturer l'émotion et le stopper et voilà, être vraiment dans la capture. Là, c'est très juste. Ça va déjà un peu plus loin dans le travail. Et là dans mon exemple de grand-mère, ce à quoi je pensais pendant que tu parlais, c'est il y a effectivement un espace émotionnel corporel, il y a un espace aussi vécu qui est lié à un lieu spécifique qui est la cuisine de ma grand-mère qui me vient à l'esprit, mais connecté à ça, il y a également l'odeur. Bien sûr, l'odeur, mais il n'y a pas que l'odeur, il y a aussi le sentiment affectif qui me relie à ma grand-mère. J'ai pas du tout le même sentiment et la même relation affective avec mon autre grand-mère. Effectivement. Et donc c'est emmêlé, si tu veux. Il y a voilà, désemmêlons, mais c'est ça que je suis content d'entendre dire ça, parce que par rapport à ce que disait Maurice, ce que tu disais un petit peu avant, il y avait ce souci que c'était rattaché à la réalité corporelle, le lieu de cuisine ou bien l'acte de cuisiner. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est ça qui est intéressant ici, dans cette fonction 16,
c'est de se dire qu'on arrive à capturer plus profondément l'attachement à ma grand-mère, à cette grand-mère-là. Voilà, c'est ça qu'il faut atteindre. Et là, on est en effet dans ce positionnement émotivationnel, comme on aurait un positionnement intellectuel, ou conceptuel, ou un positionnement corporel, même qu'on peut se dire, tiens, je suis au milieu de la pièce, ou je suis collé contre un mur, corporellement, intellectuellement, pareillement, on peut être directement dans l'idée centrale, ou bien dans des idées autour. Mais dans les émotions, c'est pareil. On peut s'apercevoir qu'on est soit dans l'émotion la plus intense, la plus authentique, la plus vraie, la plus profonde, soit on est dans des émotions toujours... Et c'est ça qui est intéressant ici, d'arriver à cet affectif, cette affection grand-mère. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais ça reste très, très, très ténu entre le lieu corporel, relié complètement à la neurofonction 16, et le lieu conceptuel, relié aussi à la neurofonction 17. C'est ce que disait Aurélie avant, c'est la problématique, elle est que, mais même si on va plus loin, ce qui est un cours intellectuel que tu dis beaucoup, réfléchis beaucoup tout le temps, mais au bout d'un moment, tu t'aperçois que ça va être un lieu conceptuel. C'est plus un lieu corporel, mais c'est pareil. Et ce qu'il faut, c'est réussir à se libérer de ces associations, aurait dit Sigmund Freud, qui nous emprisonnent, pour séparer et pouvoir clairement, limpidement se dire, voilà, ça, c'est une émotion, c'est vraiment le domaine émotionnel. Là, c'est plus corporel, là, c'est plus conceptuel. C'est lié au lieu, tu as raison. Oui, on peut travailler dessus. Il y a le lieu corporel, il y a le lieu conceptuel, et il y a le lieu émotivationnel. Et nous, il faut se libérer du 1 et du 2, du corporel et du conceptuel, être uniquement, si on y arrive, dans le lieu émotivationnel. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire, c'est un peu Matrix, ce que je veux dire là, mais on peut se dire, voilà, on éclate le salon jaune dans lequel nous sommes ici, que tout le monde peut observer par les caméras. On l'éclate, on est quelque part dans le vaste univers, il y a aperçoit vaguement des planètes ici et là, des étoiles là-bas, enfin bon, et on est dans le vide, par exemple. Enfin, c'est pareil, donc il n'y a plus de lieu corporel. Mais quand tu il n'y a plus de lieu intellectuel. Excuse-moi, je t'interromps parce que, en fait, moi, je relie ça à la question d'un objet. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on a tendance à gripper les choses sur un objet ou sur un système. Et donc là, par exemple, on parle d'un sentiment ressenti et suscité par rapport à une grand-mère qui s'ancre dans de la nourriture, mais ce qu'elle transmettait, c'était autre chose. Elle se transmet de l'affection. Et c'est au travers de ce support-là. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu essayes de nous dire que il serait nécessaire d'oublier le support. Le support, c'est ça. Absolument, c'est ça. C'est sans support. C'est-à-dire que mais au départ, c'est né sur un support. Ah ben oui, mais la Madeleine de Proust, ça vient d'une Madeleine. Oui, mais après la Madeleine, il y a un goût de Madeleine, puis après il y a l'arrière-goût de la tante, comment ça s'appelle ? Bien sûr. Il y a un i à la fin. Oui. Il y a, bon, enfin, dans tous les cas, il y a Tante Léonie, non ? Tante Léonie, exact, oui, c'est ça. Donc, Marcel va penser à ce lieu, la chambre de la tante Léonie, qui invite le matin, qui a ses cheveux mal coiffés. En fait, c'est une perruque, elle n'a pas mis la perruque certaine matinée. Bon. Et puis, il y a ces espèces de brioches, je ne sais pas trop, ça ressemble à des madeleines. Finalement, c'est peut-être des madeleines, allez, on va enjoliver. Et puis Marcel qui va enjoliver, mais il enjolive pourquoi ? Parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a, justement, c'est plus trop le lieu corporel, ni même le lieu conceptuel, la maison, là, c'est simplement le lieu émotionnel. Et là, on ne pourrait plus avoir de corps, on est relié à la tante Léonie, ou à notre grand-mère chérie. Voilà. Et donc si on va plus loin, tu relierais le niveau émotionnel à la question de pas de position ou pas de, comment on dit ça, oui. Pas de position corporelle, pas de position conceptuelle, juste sans direction. Sans direction. Sans support. Sans direction. Parce que il y a avec direction, il y a sans direction, il y a avec support, sans support. Quelle technologie. Dès que tu mets
une direction, ça veut dire qu'il y a un objet localisé. Alors, prenons à nouveau les b.a.-ba de la neuroconnectique. On revient au cours numéro 1 et cours numéro 6. Sur le plan corporel, neurofonction 2, on s'aperçoit que notre machinerie corporelle s'est flanquée à chaque fois qu'on avait une réunion vers la fenêtre, ou vers la porte, ou au plein milieu, ou assis contre un mur. On découvre la position. Et comme je dis, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'orientation. C'est là, et on se réveille, tiens, je suis là. Pareillement pour le travail neurofonction 9. Neurofonction 9, bien, donc le positionnement dans l'espace conceptuel, et soudainement on se réveille, on s'aperçoit qu'on est positionné sur une idée secondaire, bien positionné sur l'idée la plus centrale possible, ou bien une idée secondaire mais qui permet une échappatoire, ou une idée secondaire qui permet un rebond, un retour. On pense que ça fonctionne comme ça dans notre cogito, dans la façon de réfléchir, de raisonner. Là, pareil, au niveau des émotions, nous pouvons découvrir qu'il y a un positionnement, on est ici ou là dans un spectre de possibilités émotionnelles, dans un espace entre guillemets émotionnel. Ben voilà, notre machinerie nous positionne là ou là ou là. On est en plein centre, dans le feu de l'émotion, ou bien dans une émotion plus douce ou dérivée, presque en train de prendre la tangente. Oh là là, c'est terrifique, j'ai peur, ou au contraire, c'est magnifique, mais je ne veux pas trop rentrer quand même. Donc, merci Stéphane, parce que c'était une précision bien clarificatrice. Je ne sais pas si c'est tout bien clair pour tout le monde, et puis sinon, bien, on arrive vers Aurélie, ce dont tu voulais nous parler, justement, la neurofonction 20, donc le rôle, donc la neuroprogrammation qui s'installe dans les émotions, voire les motivations, si on arrive en sortie. Oui, donc par rapport à cette neurofonction, j'ai pu remarquer quand j'étais en train de passer un oral devant des jurys. Et d'habitude, je suis vraiment... Oui. Un jury avec des examinateurs dans le jury. Oui. Et j'ai l'habitude de ne pas être vraiment à l'aise pour parler en public. Et sauf que cette fois-ci, pas le fait, mais La situation. C'est pas la situation, mais Le contexte. c'est pas le contexte. J'arrive pas à trouver d'autres alternatives. Le fait, non. Alors, dictionnaire des synonymes. Comme j'avais connaissance de cette neurofonction portant sur le rôle émotivationnel, je me suis dit que si ces jurys étaient aussi durs, c'est-à-dire qu'ils parlaient sur un ton sec, franc et intimidant, et qu'ils avaient également aussi une posture corporelle qui était également assez stricte et carrée, je me suis dit que ils sont en train de jouer un rôle émotivationnel qui est le rôle du jury. Et j'ai pu auto-observer que je jouais aussi un rôle émotivationnel en tant qu'étudiante. Et là, ça m'a tout de suite apaisée. Et donc là, j'ai pu ressentir donc une décontraction émotivationnelle, ce que j'ai compris maintenant aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais souligner. Tu nous partages l'information, je dirais, magnifique. Alors, magnifique parce que ça nous ramène à beaucoup plus loin plus tard pour ceux qui sont intéressés. C'est la neuroconnectique relationnelle, justement. On a 25 séances de travaux dirigés, dans 24 séances de travaux dirigés, quand on a terminé nos 36 de neuroconnectique fonctionnelle, c'est-à-dire justement comprendre l'autre en étant dans la peau de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas ce qui m'arrive, mais ce qui m'arrive parce que
je suis en relation avec cet autre à qui il arrive ça et ça. Et si j'étais dans sa place, dans sa position, je serais comme ça, comme ça. Donc on travaille beaucoup les neurones miroirs, extrêmement intéressant, et entre guillemets, les neurones de concept, puisque finalement on est conceptuellement dans la peau de l'autre, et même on pourrait inventer le mot, je ne sais pas si on pourrait trouver ça en littérature scientifique, mais des neurones d'affect. Mais bon, il me semble que j'ai vu un texte là-dessus, un papier, mais j'arrive plus à me rappeler du tout ni ce que c'était, je me rappelle juste l'idée, mais bon, à travailler. Cela dit, concrètement, par rapport à maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme de sortir hors de toi, de ta situation d'étudiante, vers la situation d'enseignant, examinateur, pour revenir vers au-dessus, un peu ce que décrivait Stéphane tout à l'heure, justement, à un moment donné, aussi à Maury, oui, on est au-dessus et on revient, et là, bien forcément, ça devient extrêmement intéressant, c'est que tu t'es libéré de la condition. Mais ce qui est interpellant, c'est que tu as surtout, pour revenir sur notre expérimentation d'aujourd'hui, amené à comprendre, à stopper ton mécanisme, justement, de neuroprogrammation, on va dire, étudiante, c'est deux mots, estudiantine, j'avais envie de dire aussi. Donc, neuroprogrammation estudiantine, neuroprogrammation, entre guillemets, étudiante, c'est dur, hein, j'ai ça depuis 4 ans, 4 ans. C'est à vous qu'il y a trop d'idées qui vont trop vite en même temps, ça se télescope. C'est un problème. Bon, ça se soigne. J'y arrive. Bon. Donc, je voulais dire, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que. Stop! Go! Ah, merci pour ce stoppage qui m'a permis de décompresser sur l'émotion, le rôle émotionnel qui. Exactement, absolument. Et justement, de travailler, parce que c'est extrêmement rare, d'arriver à capturer le rôle émotionnel dans lequel nous sommes. On n'est pas forcément au-dessus, ni dans le rôle de l'autre, ça va beaucoup plus loin, mais déjà, simplement de l'attraper, de savoir il est là, on est dans tel rôle. Et déjà, là, bravo, bravo, bravo. Je ne sais pas si tu avais, Serge, un texte d'un de nos étudiants passés qui aurait évoqué Le rôle. Que c'est assez délicat. Alors, bon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, je me tourne sinon vers Laurent et à Maury, bien sûr. Laurent, aurais-tu un ajout, une exploration un peu semblable, dissemblable à celle évoquée par Aurélie à l'instant? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de moments quand on a la traque, surtout quand on est dans une situation où on est confronté. Après, je pense que ce qui est bien des fois, c'est de jouer un peu la comédie, si c'est pas quelque chose qui vient naturellement, comme la colère, comme ça, on dissocie l'émotion. Et on n'est pas pris par l'émotion parce que, effectivement, si je suis vraiment en colère, je suis plus en contrôle de mes émotions. Tandis que si je suis en train de jouer un rôle, je sens que là, je ne suis pas en train de sentir l'émotion et je me dissocie avec l'émotion. Alors, c'est un peu, pour moi, une façon de contrer la traque, c'est de jouer un rôle au lieu de vivre ou être capturé par l'émotion et pas après pouvoir garder son sang-froid. Tout à fait, justement, le travail de recherche de ça, justement, sur la désidentification, ne plus être identifié au personnage ému. Oui, ça me fait penser aussi à des différences. Ça m'amène à penser à la différence entre le ressenti et le suscité. C'est-à-dire que, par exemple, on peut susciter chez une personne une forte émotion, alors que nous-mêmes, en fait, on a très peu de ressenti pour la personne, et réciproquement. Oui. Et ça, c'est des aspects qui sont intéressants de mettre à plat et de conscientiser, parce que souvent, les quiproquos ou les conflits naissent de ce type d'incompréhension de qu'est-ce que, par exemple, je suscite chez une personne et
qui n'est pas à la mesure de ce qu'elle ressent. Et ça crée des problématiques relationnelles qui, dans le temps, s'accroissent. Et oui. Et bon, alors après, nous, dans nos outils, je parle là de mon boulot, mais de mon travail, mais dans nos outils, c'est lié justement aux émotions, c'est lié aux peurs, attraits, tentations. Donc si par exemple, le niveau de peur d'une personne est très haut par rapport à ses attraits, ça va déformer la vision qu'elle a du rôle de quelqu'un en négatif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas coopérer avec la personne. Et réciproquement, si par exemple il y a un attrait fort par rapport à la peur, en fait, il va plutôt y avoir une déformation positive du rôle perçu de la personne et elle va agir avec vous. C'est des vrais, voilà, ça a des portées très très opérationnelles. C'est-à-dire c'est ça qui fait que on coopère ou pas, ou on a de l'estime pour une personne ou pas. Ça rejoint ce que nous a dit Aurélie tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, je me tourne aussi vers Amaury, si tu as un ajout ou pas. J'ai un exemple, je voudrais vérifier si c'est bien dans le rôle émotionnel et motivationnel. Il y en a deux exemples, je pense, on reste dans le très positif d'ailleurs. Le rôle motivationnel du mari, c'est-à-dire ma femme qui est malade et au milieu de la nuit se réveille avec une quinte de toux et je vais chercher une bouillotte pour l'aider, ça l'aide à dormir par exemple. Et elle va dire non, te lève pas, il fait nuit, ça va te réveiller. Mais le rôle émotionnel du mari qui veut prendre soin de sa femme, qui va malgré tout, enfin c'est pas héroïque non plus, hein, mais qui va aller chercher et allumer la lumière, etc. Au prix de par exemple rester éveillé pendant quelques heures pour justement apaiser la douleur. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le rôle motivationnel, mais c'est l'émotion qui guide l'action dans ce cas-là. Donc, je le voyais comme ça. Et le deuxième exemple, c'est le rôle du... Je poserais ça sur le rôle du père, parce que je ne suis pas papa. Mais on a vu récemment un couple d'amis qui ont deux petites filles qui sont absolument adorables, 3 à 8 ans. Et qui nous aiment beaucoup, moi et ma femme, et qui donc se collent à nous, nous prennent par la main, et puis ont des petites voix britanniques moi, ça me fait toujours craquer, ça me parle. Je craque toujours pour l'accent britannique des petites filles, c'est vraiment ultra adorable. Et donc à ce moment-là, je me suis auto-observé au vu dans ce rôle de... Enfin, je me suis presque futur observé dans ce rôle de moi il y a quelques années avec, par exemple, une petite fille ou un petit garçon. Et avant ça, d'ailleurs, cette même famille, en fait, avait déclenché ce qui pour moi était l'envie d'avoir des enfants que je n'avais jamais eu avant. Et en fait, m'avait agrippé, les deux petites filles m'avaient agrippé, toutes les deux, des deux côtés. Et à ce moment-là, c'était clairement émotionné en moi. Ce déclic qui m'avait dit pour y aller, c'est le moment. Donc il y a ces trois exemples qui me viennent en tête au niveau du rôle motivationnel. Très très joli. Je propose qu'on on commence donc le cours numéro 22 à travers simplement. J'ai déjà commencé, mais un peu plus que commencé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les stoppages. C'est-à-dire qu'on se mette à se stopper, tu as commencé un petit peu, mais pas commencer, mais continuer et terminer. C'est-à-dire, on prend qui le veut bien, se met à parler un petit peu, comme Danny qui parle maintenant, et le personnage qui parle, évidemment, il est traversé par des émotions. Par exemple, moi, je peux observer dans Danny qui parle, une émotion récurrente de ce que Amaury vient de nous dire. Donc ça c'est une émotion, elle est là, elle est là. En même temps, est-ce que cette émotion récurrente,
est traversée par des changements émotionnels. Ah, j'ai une émotion. Ah, si Serge me stoppait, il faut quand même que je sois compétent, parce qu'il serait triste si j'arrive pas. Bon, par exemple. Et puis à côté, il y a peut-être aussi une émotion par rapport à Stéphane. Est-ce que cette capacité de s'émouvoir, elle va bien justement dans ce positionnement émotionnel. Bon, etc. Donc ce qui est interpellant, c'est de pouvoir peut-être vous interroger les uns les autres si, j'ai envie de dire cette forme-là, est une des 7 non-fonctions que nous avons travaillées, qu'il vous plairait de travailler quelques instants avec, ou plusieurs d'ailleurs, des stoppages. Vous parlez quelques instants, comme le jeune fille qui parle maintenant, et puis on va stopper, on va dire là maintenant, quelle émotion est figée en toi maintenant? As-tu observé un mouvement d'émotion maintenant? Justement, dans quel espace se situe ton émotion? Et puis maintenant, est-ce que c'est détendu ou relaxé ton émotion, par exemple? Avec un choix de fonction. Est-ce qu'on peut relister les émotions? Je sais que c'était dans la vidéo précédente, je ne les ai pas notées malheureusement, mais est-ce qu'on les a en tête pour... Des émotions primaires, des émotions secondaires, après les sentiments, voire les bons sentiments. Donc, émotions primaires, il y en a 6. Donc, la tristesse, la joie, le dégoût, la surprise, la colère, L'attachement. Non, ça c'est déjà une émotion secondaire. Et oui. Le dégoût. La peur. Ah, la peur, je ne l'avais pas dit. Voilà. Et dans les études plus récentes, ils ont démontré qu'il y a 16 émotions primaires maintenant. Oula. Donc je ne sais pas quelle école suivre. Alors moi j'étais sur l'école du fondateur, c'est le premier qui en avait parlé, mais c'est vrai que... c'est-à-dire, à mon avis, ce qui est important, je vais te parler vraiment en neuroconnecticien, c'est-à-dire, j'ai écrit un livre que tu connais, d'ailleurs, que je montre pour nos auditeurs lointains. J'ai écrit avec quelques amis qui m'ont accompagné, donc un livre sur la cognition. Je n'ai pas écrit un livre sur les émotions, motivations, mais ça en vaudrait presque la peine. C'est-à-dire que il est pensé, quand on essaie de capturer les idées, on s'aperçoit que, et on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Serge ici présent, sur la présentation puis la représentation intellectuelle. Donc, autrement dit, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'avant un mot, on revient sur ce que disait Stéphane un petit peu avant, ça va très vite, mais très vite, c'est du 300-400 millisecondes, la création d'un mot. Mais la création d'un mot, c'est d'abord la création d'un pré-mot. C'est-à-dire qu'au niveau neural, on le voit d'ailleurs, il y a un neurone qui s'active, et puis il va activer, par exemple, un embranchement. Et puis il va choisir, il va sélectionner dans cet embranchement, à partir donc d'un pré-mot, d'un début de mot, ce mot-ci ou ce mot-là. Alors, ex, croissance, ex, calibre, ex, marine. Bon, par exemple, je plaisante, mais c'est vraiment ça. Il y a le ex voto, il y a le ex, puis après, on ne sait pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans les émotions, c'est le même principe. On travaille généralement sur les émotions. En réalité, il y a des émois qui sont avant les émotions, qui sont le début du commencement d'une émotion. Mais comme dans notre monde actuel, à part les psychologues qui blablatent autour de « Ah, vous êtes triste, bon. » Mais il n'y a pas de gens, ou alors il y a des psychologues cognitivistes qui vont étudier qu'il y a des émotions de telle nature qui se forment dans telles circonstances, qui vont se câbler à tel endroit dans le cerveau, mais c'est tout. On n'est pas dans une civilisation, on essaie de comprendre ce qui est en amont, pour que, ce que disait Stéphane un petit peu avant, commence à nous en approcher. L'histoire de la grand-mère, et même ce que disait Amaury, nous en approche fortement. Mais là, on a envie de rentrer justement dans des processus qui vont nous connecter à nous-mêmes. On est vraiment dans la discipline, dans la neuroconnectique. Et la problématique, c'est que avant même qu'une émotion se forme, j'ai envie de dire avant qu'il y ait la peur, avant qu'il y ait la peur, il y a le peu de la peur intellectuellement parlant, il y a émotionnellement parlant, il y a aussi le peu de la peur. Il y a un processus, un émoi qui tend vers
qui va être la peur. Et si jamais ça ne devient pas la peur, ben ça va devenir, par exemple, alors, une émotion secondaire, la frayeur. Mais si jamais ça ne devient pas la peur, que ça ne devient pas une émotion plus complexe, ça peut devenir ce qui m'arrive, la tristesse. Mais si jamais cette peur, elle ne s'est pas transformée en tristesse, et qu'on a vraiment compris ce qui se passait, donc là, il y a un va-et-vient intellectuel, on a compris, mais ça devient un dégoût. Donc, on pourrait avoir une échelle, ça va peut-être venir dans 20 ou 30 ans, avec l'intelligence artificielle, qui nous permettra d'affiner grandement, immensément, notre compréhension avec des, justement, disciplines nouvelles comme la neurophonétique, ayant une sous-branche s'intéressant au processus émotionnel dans cette façon-là. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus passionnant parce que c'est plus 6 ou 16 émotions dites primaires, mais c'est carrément en amont les émois, donc finalement les pré-émotions, comme il y a des pré-représentations intellectuelles, il y a des pré-représentations émotionnelles qu'on pourrait capturer. Je vais arrêter là parce que ça se redit après. Et dans le bouddhisme, les 3 émotions. Pas de religion, pas de. Non, 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 non. Stop, 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 stop. Alors voilà, on reste dans la science. Bah oui, on essaie d'avoir des avancées dans un domaine scientifique. On ne va pas dire, ah ben non, le schtroumpfisme. Non, non. Alors. Non, je suis désolé, mais le bouddhisme est une science de l'esprit. Ouais, d'accord, on va dire ça à l'Université Paris 7. Bon, alors. Je vous propose, alors, soit qu'on revienne sur, comme je disais, telle ou telle émotion particulière à partir du prisme de nos 7 neurofonctions émotionnelles, et à ce moment-là, on peut revenir sur des stoppages, soit ça ne vous paraît pas nécessaire, ou disons, on va travailler là-dessus, tout est bien clair, et dans ce cas-là, on va se donner rendez-vous pour un peu plus tard. Qu'en dites-vous? C'est du stoppage. C'est ton stoppage. Une émotion absolument. Je suis désolé, c'est ton stoppage. C'est mon stoppage. Alors, Amaury. La machine est dans un état. La machine est dans un état émotionnel un peu flou. La machine est fatiguée. Je comprends mieux, oui. C'est flou au niveau des yeux et c'est flou au niveau conceptuellement et c'est flou émotionnellement. Donc, on va rester là, donc pas de travail pointu sur le travail dirigé numéro 22 avec ça et ça et ça. On reste cool. Laurent, pareil peut-être. D'accord. Et Aurélie? De toute façon, ça m'est égal. J'ai pas compris. J'ai dit que ça m'est égal et peut-être que je pourrais essayer la neurofonction 15, celle sur la tension, comme j'avais eu du mal, juste pour vérifier si j'ai bien compris. C'était ça mon objectif, c'est justement on s'entraîne un petit peu pour qu'on soit sûr de passer les jours qui viennent en ayant la capacité d'expérimenter aisément. Donc vas-y, alors tu parles un petit peu, et Serge par exemple va te stopper de temps en temps, et ce sera évidemment sur la neurofonction 15, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire là, tu diras à chaque fois dans le stoppage, ah, j'avais tel, et tu préciseras. il faut que tu nous parles dans n'importe quel sujet. Alors c'est donc Aurélie qui va, juste pour expérimenter, pour être sûr, pour les jours qui viennent, pouvoir travailler toutes les neurofonctions clairement, les neurofonctions motivationnelles, voudrait travailler un petit peu sur le numéro 15 qui lui posait problème. Donc elle va parler sur ceci, cela,
C'est-à-dire, je vais la stopper de ci, de là, et elle pourra dire, ah ben là, mon fonction 15 était comme ci, comme ça. Tu peux nous parler de la séance du jour, si tu veux. Et comme ça, si ça t'a Tu peux plu. parler de quoi, pardon? Tu peux nous parler de la séance d'aujourd'hui, de ce soir. Séance de travaux dirigés. Séance de travaux Ah, dirigés. la séance. Si elle t'a plu, si tu es bien si tu as bien compris, qu'est-ce que ça t'apporte la pratique, par exemple. Je te positionne sur des sujets comme ça. Oui, sur des sujets. T'as juste t'as juste à parler, à dire quelques mots, et puis comme ça, nous, je vais te stopper. On va travailler sur la neurofonction 15. Il faut pas. Parce que là, je pourrais déjà te stopper, Aurélie. Parce que déjà, là, il y a un stoppage possible, même s'il n'y a pas de mots. Bah, raconte alors, parce que là, Aurélie, elle est tendue, elle se dit, mais bah oui, elle est tendue, c'est justement. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ce que j'avais compris aussi. Elle est tendue. Donc là, stop. oh. Alors, qu'as-tu saisi Donc, j'étais tendue émotionnellement pour essayer de trouver un sujet pour discuter. Mais comme en face de mes yeux, j'ai la liste avec les neurofonctions et donc j'ai vu la vue émotivationnelle et ça m'a fait rappeler un exemple que j'ai pu vivre. Stop. Go. Alors là, comment tu étais? Quelle émotion? J'étais ravie d'avoir trouvé un sujet. D'accord. Alors, en émotion en 15, donc on est sur toujours l'idée de est-ce Ok, que. donc j'étais en décontraction. Voilà, c'est le détail. Oui. Donc l'exemple par rapport à la vue motivationnelle, c'était qu'à chaque fois quand j'allais donc à mon travail et que je voyais donc les souris, il y avait cette première émotion que Stop. je pouvais ressentir. Stop. Go. Alors, je me permets de t'interrompre parce que pour nos auditeurs qui se disent un travail des souris, il faut rappeler que tu étudies la neurobiologie, qu'on t'a amené à travailler avec des souris, que tu risquais même de voire tuer des souris. Voilà, et donc tu avais une émotion. Là, nos auditeurs comprennent. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentré dans ton laboratoire avec tes souris? Donc, quand je vois les souris, j'étais assez tendue corporellement et également au niveau des émotions. Comme tu l'as dit, Dunfield, c'était par rapport, comme je sais leur finalité, donc à la fin, il faut les sacrifier. Et j'ai pu auto-observer cette émotion donc de tristesse et aussi de colère envers Stop. moi-même. Stop. Go. Et donc, j'ai pu ressentir en ce moment cette colère. Et très vite, j'ai pu changer mon raisonnement. Donc là, il y avait eu un mouvement intellectuel où je me suis dit que certes, c'est comme si on faisait un mal pour un bien, que ce sacrifice permet de pouvoir avancer dans la science et pouvoir trouver des traitements plus tard. Go. Donc là, j'ai pu ressentir ce que je pouvais ressentir à ce moment-là grâce à mon raisonnement, donc c'est-à-dire une sensation d'être utile et donc une sensation de joie, une émotion de joie Go. que je ressens encore maintenant. Et j'ai pu auto-observer que ça permettait de déplacer cette émotion négative vers une émotion positive. Et je me suis dit que j'avais cette sensation que mes émotions dansaient en même temps que mon raisonnement intellectuel. C'est comme si deux plateaux se chevauchaient en même temps. Et donc, par la suite, je me suis posé la question, est-ce que c'est pour cela que quand on est par exemple bloqué sur un sujet et qu'on n'arrive pas à trouver la solution, est-ce que c'est pour cela que une fois ça dépend des personnes, mais moi j'ai l'habitude de partir, de faire, de marcher. Stop. Go. Alors là, euh, c'est intéressant parce qu'il y a le faire,
Donc il y a un côté intellectuel qui bloque, il y a une réflexion intellectuelle, et donc il y a l'émotion de « Ah, je ne dois pas être tout à fait dans les rails ». C'est ça, oui. Un peu. Donc, je me suis dit, est-ce que, C'est- quand je marche, ça permet de déplacer cette sorte de carte cognitive que il y a encore une théorie et ça permet de pouvoir se déplacer d'un point dans l'espace intellectuel pour justement après trouver la solution au problème où j'étais bloquée. Alors, tu reviendras peut-être, on en parlera hors écran sur ton projet d'écriture pour le prochain livre, parce que c'était en effet sur justement des espaces et à plusieurs niveaux extrêmement intéressant. Là, juste une remarque émotionnelle. J'étais très interpellé parce que à un moment donné, tu peux le réécouter sur la vidéo, ta bouche dit « comme tu l'as dit Danfield ». On se connaît depuis plusieurs années, tu m'as toujours vous voyez, et là j'étais très étonné en me disant « Ah, c'est intéressant ». Voilà, donc comment justement on est en fonction 15, une soudaine libération, voilà. Et donc là, je pense que tu as eu, grâce à ça, suffisamment de stoppage pour vérifier que tu pouvais bien stopper l'année en fonction 15. Alors, dernier instant, donc vers tout le monde, est-ce que ça vous paraît bien facile? On peut rentrer sur quelques semaines de travail, on va prendre rendez-vous après. Ok, alors je vais interrompre l'audio-visionnage, pardon, parce qu'il y a audio et vision.